Bon, eh bien c'est le retour de la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions et le match, le choc, même j'ai envie de dire, de cette journée, Paris Saint-Germain, AC Milan au Parc des Princes. Quel est votre sentiment à quelques heures, quelques jours de cette rencontre? Est-ce que vous êtes hypé, inquiet, optimiste? C'est le retour de la Ligue des Champions, c'est aussi le retour d'Antoine Ronté dans nos talks. Bonjour Antoine Ronté. Nouveaux locaux, c'est vrai. Alors qu'est-ce que tu penses du nouveau studio? Franchement incroyable, j'espère que les gens qui nous regardent sont aussi satisfaits de voir ces magnifiques locaux. On sent une nouvelle atmosphère, donc que du plaisir. Bon bah voilà, n'hésitez pas à envoyer comme toujours de la force dans les commentaires. Ça fait plaisir. On a vu vos messages, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et c'est pas fini. Au vu de l'affiche, je suis très hypé, encore plus hypé parce que j'attends un visage qui change, une grosse réaction de la part du PSG après cette défaite à Newcastle, donc très hypé. Bah, c'est le plus gros test pour l'instant du PSG de Luis Enrique face à une équipe quand même qui reste sur une demi-finale en Ligue des Champions. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'aurais dit Newcastle, mais t'as raison avec le contexte de l'année dernière. Il y a plutôt une bonne assise défensive pour Milan qui est resté sur pas mal de clean sheets, il me semble 5 clean sheets sur les 7 derniers matchs, mais qui vient de perdre du coup à domicile contre la Juventus, contexte un petit peu particulier avec Thio qui a complètement pourri le match avec son carton rouge. Déjà, avant toute chose, avant de commencer les arguments justement pour le Paris Saint-Germain et pourquoi cette défaite est interdite, je rappelle, on vient de passer les 70 000 abonnés, donc merci beaucoup, mais vous pouvez aussi nous aider en vous abonnant à la chaîne, tout simplement étant un petit pouce à cette vidéo. Voilà, je le fais. D'habitude, je fais en voix off comme ça, mais je me suis dit c'est bien de... Oui, n'est-ce pas? Voilà. Mais là, je le fais justement en... Je regarde un talk. Exactement. Non, voilà. Vous pouvez le faire directement, voilà, un petit pouce, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est important, justement. On essaye de rendre les choses encore mieux avec ces nouveaux studios et autres. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner de la force. Et je vous pose la première question, justement, et à vous, les viewers, et à vous autour de la table. Est-ce que ce match, c'est une défaite interdite pour le Paris Saint-Germain et aussi pour l'AC Milan? Mais concentrons-nous sur le PSG. Est-ce que c'est une défaite interdite? Pour moi, c'est une défaite interdite, clairement, parce que je le disais en préambule, tu as fait un début de compétition qui, même si face à Dortmund, tu as pu te rassurer, tu as pu te dire que tu allais pouvoir peut-être avoir des ambitions sur la scène européenne cette année, il y a eu la douche froide face à Newcastle, où tu te fais renverser. Alors ça peut être un contexte particulier, parce que Newcastle, c'était 20 ans sans Ligue des Champions, on est à St James Park, etc. Ils étaient peut-être avec un supplément d'âme, ok. Et puis beaucoup de réussite. Hein. On a vu les expected goals, 1-0-1, ils marquent 4 buts. Tout à fait, et puis deux défenseurs qui marquent. Mais tout de même, on ne s'attendait pas à être autant en dessous et à ce qu'on soit autant climatisé. Donc j'attends, moi, une réaction forte au niveau du visage. Alors peut-être que c'est pas tellement du dans caractère, le résultat, peut-être c'est ça, même, au niveau de la personnalité. Peut-être que c'est pas tellement dans le résultat, parce que tu n'as pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si tu ne gagnes pas, tu ne seras pas éliminé ou quoi. La qualification ne se joue pas là. C'est justement pour ça que moi je te rejoins sur le côté réaction obligatoire. Défaite interdite, non, mais il va falloir réagir après cette Alors défaite. je rappelle quand même, et ça c'est important, c'est que ça sera la fin de la phase allée de cette phase de poule de Ligue des Champions. Paris aura déjà joué 2 fois à domicile. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cet aspect où Paris doit absolument prendre des points au moins à domicile, puisqu'il n'a pas réaction. Si tu gagnes pas à domicile, tu es quasi dans l'obligation de faire un résultat à Milan. Et faire un résultat à San Siro, c'est jamais simple pour le coup. Donc justement face à un Milan qui sera aussi dans l'obligation de gagner devant son public après son match nul et contre Dortmund et contre Newcastle. Donc c'est pour ça que je dis que justement, pour moi en tout cas, j'ai l'impression que la défaite elle est interdite, parce qu'il y a aussi cet aspect réaction. Le PSG doit réagir, doit mieux faire par rapport à cette défaite hyper décevante. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de hype un peu générale autour du Paris Saint-Germain, et cette défaite contre Newcastle a complètement refroidi tout le monde. Et déjà, rien que pour se rassurer, la défaite est interdite et la victoire est quasi obligatoire, mais aussi comptablement, c'est tout. Parce que si tu t'abordes la phase retour de la Ligue des Champions avec déjà 6 points, bon, tu peux aborder déjà en te disant, en allant à San Siro, en disant un match nul, ça serait bien. Il y a cette ambiance si particulière. Et on a vu qu'à St James Park, déjà, tu avais du mal dans une ambiance particulière. Exactement. Alors imagine San Siro, quoi. Et actuellement, Milan a quelques absences. Bon, tu as des retours là de blessures de Krunic, de Kalulu et le point d'interrogation autour de Loftus-Cheek, qui est très incertain et qui, pour le coup, à Milan, devrait, si tout va bien pour lui, être présent. Donc là, c'est. Bon, moi, j'irai pas jusqu'à la défaite interdite, parce que tant que comptablement tu as encore des échéances devant toi, non. Mais c'est un match sur lequel tu ne dois pas passer à côté. Voilà. Non, c'est clairement ça, du caractère, de la personnalité, et aussi pour te rendre, comme vous l'avez dit, le retour plus simple. Il faudrait pas se retrouver dans une situation où la victoire est obligatoire à Milan. Parlons justement de l'adversaire, l'AC Milan. On rappelle, donc l'AC Milan sort d'une série de 8 matchs avec 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Les 2 nuls sont en Ligue des Champions. Les 2 défaites, c'est contre l'Inter. On se
rappelle la défaite assez fracassante, 5-1. Bon, ça peut être à domicile extérieur, de toute façon c'est le même stade, donc voilà. Et cette défaite, là, le match vient de se terminer, cette défaite 1-0 contre la Juventus, et au classement, l'AC Milan reste quand même deuxième de Serie A, à 1 point derrière l'Inter. Et en championnat, c'est 16 buts marqués, 9 encaissés, et 2-0 en Ligue des Champions contre Newcastle à domicile. Un match où ils ont quand même archi dominé, et un match plus difficile contre Dortmund au Signal Iduna Park. Comment est-ce que vous sentez cette équipe de Milan ? Est-ce qu'elle vous fait peur ? C'est une équipe de Milan qui a de grosses qualités et qui va jouer dessus. Grosse qualité, je pense qu'on se tourne vers un seul et même joueur, si ce n'est peut-être le un côté couloir, gauche. voilà, Ouais, mais il y a avec Leao. Alors pas qu'un seul joueur, puisque pour moi c'est le côté gauche justement, C'est ça, Théo je Hernandez, disais, couloir. Leao, qui est le Et je principal pense danger. qu'il va y avoir un match dans le match. Clairement. Avec un effet un peu miroir, parce que de notre côté aussi, tu as Dembélé et tu as Hakimi, donc tu as deux joueurs virevoltants qui vont vers l'avant. Donc s'il doit y avoir vraiment de l'espace, ça sera sur ce côté-là. Il va falloir du coup faire attention au contre, parce que je pense que Milan va venir jouer le nul, va pas vouloir créer le jeu. En l'absence de Loftus-Cheek aussi, c'est peut-être leur meilleur élément. L'absence potentielle. Les dernières infos en tout cas sur Loftus-Cheek, il sera pas revenu à 100%. Voilà, les dernières infos qu'il y a sur Loftus-Cheek, qui est quand même un élément important du milieu de terrain de l'AC Milan, c'est qu'il s'entraîne individuellement encore, et donc il n'était pas dans le groupe pour affronter la Juve ce week-end. Donc à voir s'il sera de retour non seulement à l'entraînement collectif, mais si en plus de ça, il sera titulaire dans ce match. Et donc cette équipe, moi je la vois justement attendre les Parisiens, les pousser à la faute, repartir de plus belle sur leur côté gauche, peut-être aussi s'inspirer de ce qu'a fait Newcastle dans le pressing offensif. Alors il y a moins de qualité que le milieu de Newcastle, mais clairement du côté de l'attaque, tu peux avoir Giroud qui peut peser sur la défense, tu peux avoir Leao, Pulisic. Voilà, il va falloir se méfier de tout ça. Tu nous l'as dit en mode de Jean-Charles Chadatier. J'ai fait un entre de Jean-Charles me Matrix. Comment tu sens toi, Antoine ? Moi, je suis d'accord avec toi. Il va clairement falloir le plus gros danger. De toute façon, c'est Leao. Mais il faut tout de même pas négliger la menace Olivier Giroud qui occupe les défenseurs. On le sait, c'est un attaquant costaud. Il peut être bien servi par Leao. Exactement. Mais c'est ça qui me fait peur. Moi, c'est que je pense qu'il va grandement occuper l'axe de la défense. Et j'ai peur que du coup, un Marquinhos soit subtilisé par Giroud dans les duels aériens et que du coup, Leao se retrouve un peu seul avec un Hakimi qui malheureusement peut être trop offensif, parce que je pense qu'on va être dans une situation où le PSG a la balle quasiment tout le long du match. On l'a vu là contre la Juve, Milan est incapable de construire un jeu de la défense vers l'attaque, des attaques placées, etc. Ça se passe toujours en contre par l'intermédiaire de Leao. Alors l'autre avantage, c'est que donc tu vas avoir le retour de Théo Hernandez qui n'a pas joué contre la Juve, qui lui peut partir de derrière, exactement, de plus loin, et qui va créer justement une espèce de supériorité numérique sur ce couloir, et donc il va falloir que Paris, tu parlais de contre-attaque, il va falloir que Paris aussi joue là-dessus et essaie de jouer en transition rapide et être propre techniquement. C'était peut-être, moi, c'est sur quoi j'avais pointé du doigt après le match contre Newcastle, c'était la fébrilité, la pauvreté technique de la part du PSG et d'Ousmane Dembélé et Hakimi. Et ce sera primordial du coup de voir un Dembélé ultra actif pour moi sur le côté droit en défense. Il pourra absolument jamais laisser seul Hakimi, parce que si tu te retrouves dans une situation où Leao avec un dédoublement de Théo Hernandez, de toute façon il faudra le verrouiller ce côté. Il faudrait Ugarte qui prête main forte pour essayer de cadrer Leao, peut-être aussi avec cette défense à 3 selon les phases de jeu, avoir Skriniar, tu en parlais tout à l'heure, de Giroud qui s'occuperait justement des duels aériens, et avec Marquinhos peut-être plus sur le côté, qui lui a la vitesse, même si c'est pas aussi rapide qu'un Leao. Peut-être que s'il prend de l'avance, il peut peut-être mieux gérer Leao qu'un Skriniar. Et justement, Skriniar, je trouve qu'il a montré pas mal de faiblesse et de fébrilité sur le jeu, dans les duels aériens avec Giroud. D'un moment, si tu lui fais pas confiance sur ça, mais face à Giroud, tu mets Danilo. Il y a aussi l'aspect du milieu de terrain. Donc, on rappelle donc Loftus-Cheek est incertain, mais il va peut-être revenir. Si t'as Loftus-Cheek, si t'as Krunic, si t'as Reinders qui est là normal, c'est un milieu quand même très physique, très costaud. Aimi Ugarte et voir Warren Zaïre-Emery, c'est pas ça qui me fait peur. C'est peut-être Vitinha dans l'impact physique et tout. Va falloir qu'il soit au rendez-vous, parce que si t'as ces 3 joueurs-là en tout cas alignés pour cette rencontre. Ah, mais Loftus-Cheek, encore une fois, c'est incertain. Mais c'est incertain. Mais s'il n'est pas là, c'est vraiment pas la même chose. Mais quoi qu'il a triple Krunic, quand même, c'est quand même un bon joueur aussi. C'est costaud, hein, tu l'as dit, c'est physique. Il me semble qu'il s'approche du 1m90 et il est très technique, très bon sur ses premières touches de balle. C'est un des meilleurs de l'AC Milan dans ce début de saison avant qu'il se blesse. Limite, dans ma phase un peu de prono, d'anticipation du match, vraiment, il pèse beaucoup. Et Krunic aussi qui revient, et attention, Krunic aussi qui fait du bien aussi à ce milieu de terrain, qui amène justement de l'impact au milieu, quoi, et de son expérience. Oui, mais là, on vient de regarder le match Milan-Juve, et le milieu, c'était Yacine Adli, Reinders et Younous Moussa. Oui, mais c'est pas sûr, il y en a peut-être 2 sur 3 qui seront pas là. Peut-être, mais si c'est le même milieu, sachant qu'on est à 3 jours du match,
si c'est le même milieu, je n'ai pas peur du tout. Il n'y a pas eu le même impact. Ça, c'est sûr et certain. Je trouve que si tu compares les deux effectifs, pour moi, il n'y a pas photo. Le Paris Saint-Germain a un effectif avec plus de qualité et surtout avec plus de profondeur. Tu peux faire rentrer Barcola, limite, il a une place peut-être à aller chercher dans le 11 titulaire. Tu as le retour de Lee Kang-in, tu as Kolo Muani, voilà, s'il n'est pas titulaire, il peut aussi apporter. Alors que du côté de Milan, tu as Chukwueze, si on n'en a pas parlé, il me semble. Chukwueze qui est blessé, qui jusqu'ici était une super option pour remplacer Milan qui va jouer avec ses 11 titulaires, qui n'aura pas beaucoup d'autres cartouches. Milan qui ressort en plus d'une défaite qui va leur peser quand même sur le moral. Qui derrière joue contre Naples. Exactement, qui perd sa première place et qui a un jour de moins de récupération par rapport au Paris Saint-Germain. Parlons justement du PSG parce qu'on a commencé un peu à en parler. Il y a eu ce match donc, contre le Racing Club de Strasbourg. Est-ce que vous tirez des enseignements intéressants sur le match à venir contre Milan ou comme on l'a vu, la compo est un peu bizarre, beaucoup de remplaçants, pas de grosse adversité, une équipe, quand on a vu d'abord le 11, tout le monde s'est dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que c'est impossible de savoir, impossible de placer en même temps, c'était impossible de deviner que Carlos Soler allait jouer arrière droit. Et ça a été son meilleur match depuis son arrivée. Comme Fabien Ruiz pas loin, peut-être il me semble son premier match contre Marseille. Il était pas mal le match contre Marseille. Si tu parles des enseignements que tu peux tirer contre Strasbourg, moi je pense que le principal enseignement à tirer, c'est que tu es capable cette année de faire une véritable revue d'effectifs avant des matchs importants, notamment lorsque tu te dis que les titulaires peuvent avoir la tête ailleurs en sortie de trêve internationale. Tu peux mettre des remplaçants qui ont des points à gagner et ils ont marqué ces points. On pense à Barcola. Ça s'est rassuré à ce niveau-là. Exactement, Danilo et Kangin. Maintenant, moi, l'autre enseignement que je tire qui va me permettre de me projeter sur le 11 titulaire, c'est que Danilo me paraît plus rassurant que Skriniar. C'est la vraie info. Moi, If I speak... speak, you can speak here. Non, mais on en a largement parlé. Pour l'instant, Skriniar, moi je le trouve pas rassurant. Je trouve qu'il coche pas du tout les cases pour lesquelles tu l'as recruté. C'était ta priorité. Et c'était duel aérien. Je le trouve trop tendre sur les duels aériens. Tu regardes son match contre Newcastle, il se fait manger par Dan Burn. Exactement. Il est un peu attentif même sur le premier but quand il regarde. Ouais, exactement. Moi, je suis pas du tout séduit par Skriniar. Est-ce qu'il faudrait je veux lui laisser du temps comme pour les autres. Bien sûr. Mais est-ce qu'il faudrait pas justement, parce que là tu es dans une logique d'urgence, est-ce qu'il faudrait peut-être pas justement mettre un joueur comme Danilo Pereira potentiellement qui brille par son jeu aérien justement. Danilo et je lui dis tu t'occupes d'Olivier Giroud. C'est un peu ça parce qu'on a vu que Milan Skriniar perd beaucoup de ballons dans les duels aériens. Il y a une stat qui est sortie récemment qu'on vous mettra à l'écran. Pour le coup, où Milan Skriniar Newcastle, c'est un duel aérien gagné sur 4. Voilà, c'est ça. Mais même depuis le début de la saison en général, en termes d'animation, est-ce que vous voyez 3 milieux de terrain purs avec Vitinha qui sera peut-être plus haut, voire Lee Kang-in, ou alors vous voyez 4 attaquants de métier qui seraient titulaires contre l'AC Milan. Et qu'est-ce qui est préférable ? Écoute, moi je partirais sur ce qui a marché contre Dortmund et contre Rennes. Vitinha était au top contre Rennes, il marque un superbe but. Je pense qu'il faut lui accorder de la confiance, il faut continuer à compter sur lui au milieu de terrain. Son profil technique, je trouve, avait manqué contre Newcastle parce que je pense que c'est un joueur qui est capable de mettre le pied sur le ballon et pouvoir juste faire une passe propre. Et limite, c'est ce que tu cherchais contre Newcastle. Et le seul qui était un peu capable de faire ça, c'est Warren Zaïre-Emery, que j'ai senti un peu seul, justement. Voilà, si je dois mettre peut-être des pions là, sur une feuille de match, moi je la vois comme un 3-4-3, cette équipe, avec voilà, la défense Lucas, Skriniar, Marquinhos, Hakimi en piston droit, Vitinha dans un rôle hybride, alors piston gauche, milieu gauche, je ne sais pas, et des attaquants, du coup Dembélé, Ramos, Kolo Muani, je ne sais pas non plus, et Mbappé. Bon, justement, on a fait en plus un talk que je vous invite à voir, et je vais vous poser la question à vous, messieurs, parce que bon, Mbappé sera titulaire, on est d'accord ? Yes. Ousmane Dembélé sera titulaire, on est d'accord ? Dembélé, assez sûr. Je pense aussi. Bon, mais il y a un débat sur le 3e larron. Ouais. Voilà, justement, je vous pose la question à vous dans les commentaires. Ce que vous voyez plutôt, Kolo Muani ou Gonzalo Ramos. Et je vous pose aussi à vous la question, monsieur. Tu as soulevé un point intéressant tout à l'heure pendant qu'on regardait le match de Milan. Peut-être Barcola titulaire. Peut-être Barcola et du coup Mbappé en pointe. Alors j'aime pas trop l'idée de remettre Mbappé en pointe. En fait, le problème, en réfléchissant, parce que j'aime beaucoup ce que propose Bradley Barcola. Son match contre Strasbourg, je trouve très intéressant. Son match contre Newcastle aussi est très intéressant. Son entrée en jeu, il récupère 4 ballons. Il apporte beaucoup dans la percussion et tout. Le problème, c'est que si tu as Mbappé en 9, Mbappé aime participer, redescend beaucoup. Donc, c'est lui qui. Donc, le problème, c'est que quand tu as tes ailiers percutants. Non, mais c'est au-delà de ça. Quand tu sens, tu sens pour qui ? Si Mbappé, il est trop bas. Donc, il n'y a personne. Donc, il te faut absolument un 9. Donc, c'est pour ça que Mbappé, pour moi, les autres 9 ne sont pas convaincus pour l'instant. Et Mbappé, même si c'est pas son registre préférentiel, tu vas avoir peut-être un peu de frustration à le voir redescendre, mais tu sais que c'est un joueur sur lequel tu peux compter. Et c'est pour ça que parfois Luis Enrique met 4 offensifs peut-être. Oui, bien sûr. C'est justement pour la question se pose en tout cas. Et donc, mais alors en numéro 9, parce qu'on est d'accord qu'il y a normalement ça devrait être ou Ramos ou Kolo Muani.
en ce moment, vous mettrez qui en ce moment? J'ai l'impression qu'on se pose la question à chaque match. Mais là, c'est important quand même. On n'est pas séduit à 100% en tout cas. Il y a des choses à aller chercher chez les deux. Moi, à partir du moment où je trouve que Kolo Muani ne fait pas de Kolo Muani, pour l'instant, je mets Ramos, sans qu'il n'a pas prouvé que voilà, c'est le joueur que tu as signé dans son profil qui est si particulier. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Je suis persuadé que Randal Kolo Muani, le problème est plus mental qu'autre chose. Et je pense que le mettre titulaire, c'est pas lui rendre service parce que même s'il pourra peut-être accumuler de la confiance dans un contexte comme celui-ci, on peut pas se permettre de voir des pertes de balles aussi bêtes que les siennes. Donc, et d'autant plus que je préfère aussi son profil en tant que rentrant. Donc pour moi, ça me paraît plus pertinent effectivement de mettre un Gonzalo Ramos qui pèse un peu sur la défense, qui les fatigue, qui laisse en plus des espaces à Mbappé avec ce rôle de pivot. Et les 25-30 dernières minutes, tu mets Kolo Muani qui joue de sa vitesse. Parlons des pronos qui sont sponsorisés par les amis de Betclic. On rappelle pour ceux qui s'inscrivent avec notre code CANALSUP, vous avez jusqu'à 100 € de paris remboursés en free bet en cas de perte de votre pari. Et aussi, important, très important, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Vous voyez le bandeau jaune qui est juste là. Je ne peux donc pas jouer. Mais si, tu peux jouer. Et pour ceux qui peuvent jouer et qui veulent jouer, ne faites pas les bolos. Ne jouez pas d'argent que vous ne pouvez pas dépenser. Allez Antoine, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ton pari? Kylian Mbappé marque et son équipe gagne, coté à 2,57. Je vais aller un peu dans ton sens, mais je vais un peu pimenter le tout, Antoine. Tu prends un peu plus de risques. Oui, je vais prendre. Moi, je suis un peu celui, tu sais, un peu la tête brûlée. Voilà, moi, je suis un malade, moi. La combi, c'est donc Paris gagnant. Aussi, je pense que le PSG va gagner parce que victoire impérative, parce que Parc des Princes, parce qu'il faut se repartir de l'avant aussi après la défaite contre Newcastle. Et je vois Mbappé premier buteur de ce match cette fois-ci. La cote est qu'à 4,40. C'est une belle cote. Énorme. Là, je passe en dernier et ça va pas être non plus révolutionnaire, mais je dirais Paris gagne, voilà, 1,74. Quel est ton score exact Moi, score exact, à la surprise générale, je veux dire qu'on ne prend pas de but. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé buteur, le deuxième, allez, premier but de Dembélé. Bah alors 1-0. Ok. Pour Paris. D'accord. Vu que mon super pari était pour Paris. D'accord. 1-0. Je vois pas beaucoup de buts. L'AC Milan reste quand même sur 6 clean sheets dans cette saison et pas de but encaissé en Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'ils vont arriver pour jouer le nul, qu'ils vont verrouiller derrière. Je pense que c'est tout à fait possible qu'ils viennent pour chercher le point. Voilà. Ouais. Et malheureusement, je vois encore quelques approximations offensives, donc je reste sur 1-0. Moi, je vois 2-1. Je vois un match serré, je vois Paris quand même encaissé, je vois Milan marquer son premier but en Ligue des Champions cette saison. Je vois 2-1 pour Paris. Et moi, un petit scénario qui marque en premier. Paris, puisque j'ai mis Mbappé premier buteur. Donc, Paris, égalisation. Non, Paris 1-0, 2-0. Réduction du score de Milan, 2-1 à 25 minutes de la fin, et on va un peu trembler, et finalement ça va passer, tout le monde sera content, ça va se chanter avec le cube, après tant d'années de combat, et puis voilà. T'es en train de me faire switcher. Je me dis, c'est tout à fait possible, la petite réduction. C'est très PSG. De galère et de combat. C'est très très PSG. C'est vrai. Voilà. Bon, écoutez, merci en tout cas, ça a été un plaisir. J'espère que vous aurez apprécié aussi cette preview. Comme toujours, je vous l'ai dit, en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là. Merci à vous. Merci les gars. Et si vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Merci messieurs. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao la famille. Ciao.